Très bien. Alors, écoutez, bienvenue à tous et à toutes. Il est midi pile, heure de l'Est. Merci beaucoup de vous être joints à nous. Nous sommes vraiment ravis de nous lancer sur ce webinaire de HSO sur l'action climatique. Avant de débuter, j'aimerais reconnaître que HSO et son siège social sont sur les terres ancestrales et non cédées des nations Anishinaabe-Algonquin. Nous sommes très honorés, nous sommes vraiment très satisfaits de pouvoir soutenir toutes nos activités à travers le monde et que toutes les activités et toutes ces régions que nous sommes en mesure de soutenir avec tout ce qui concerne la sécurité et tout le reste. Bon, vous vous êtes inscrit parce que vous voulez en savoir plus sur le rôle de HSO pour ce qui est de l'action climatique. Plus tôt cette année, HSO a donc lancé ou publié sa déclaration et nous avons bien hâte de démêler tout cela, ce que cela veut dire, à quoi ça va ressembler dans l'avenir et quelle sera la contribution de l'Organisation des normes en santé. C'est exactement ce dont il va être question aujourd'hui. Alors, avant de nous lancer en affaires, il y a quelques questions d'ordre administratif. Donc, le webinaire d'aujourd'hui est offert en interprétation simultanée. Si vous regardez sur la barre du bas de votre écran, vous verrez l'occasion de cliquer sur la fonction interprétation. Si vous avez l'intention de participer et d'intervenir en français, soyez bien à l'aise. Merci à notre interprète qui offre ces services pour nous aujourd'hui. Deuxièmement, il y a également une fonction questions-réponses pour poser des questions. Nous aurons l'occasion de répondre à quelques-unes des questions que vous auriez peut-être. Alors, profitez-en de cette fonction. Participez, partagez vos commentaires, vos réflexions. On aimerait vraiment entendre ce que tout le monde a à dire. Alors, soyez bien à l'aise de profiter de cette fonction au bas de votre écran, sur la barre du bas. Et la question qu'on me pose le plus souvent, est-ce que la séance d'aujourd'hui sera enregistrée? Je suis heureux de signaler que oui, tout sera donc enregistré et cet enregistrement sera donc distribué ensuite, envoyé à tous ceux qui se sont inscrits. Pour ceux qui n'ont pas pu participer, ils recevront donc une copie de tout cela. Voilà pour ce qui est cuisine interne. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, si vous me permettez. C'est mon grand plaisir et aussi que mon privilège de vous présenter Leslie Thompson, notre luminaire. Si vous ne le saviez pas, elle est PDG de HSO et de Agrément Canada. Elle travaille en résidence au Rotman School of Management à l'Université de Toronto et se concentre sur les stratégies et le leadership du changement. Leslie a débuté sa carrière dans les soins intensifs en tant qu'infirmière et elle a 30 ans d'expérience en tant que direction dans les niveaux supérieurs dans les hôpitaux et aussi au gouvernement et une compagnie MedTech. Elle a servi également sur plusieurs conseils publics et privés, y compris l'International Society for Quality in Healthcare. C'est mon grand privilège de vous présenter Leslie Thompson, notre conférencière principale d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Vachal. Je suis tout à fait ravie d'être ici avec vous aujourd'hui. Ce que j'espère faire aujourd'hui, c'est d'établir un peu la scène pour avoir une conversation continue avec vous. Merci de vous joindre à nous. Bon, HSO et Agrément Canada, ensemble, nous sommes unis vers une vision, oui, audacieuse, mais atteignable, je pense. Nous voulons des soins plus sûrs et un monde plus sain. C'est ce que nous visons, rien de moins. Et ensemble, avec notre personnel et les visiteurs et les autres partenaires, eh bien, nous sommes en train de responsabiliser et d'habiliter les gens de par le monde à continuer à améliorer la qualité des soins. C'est la mission qui nous inspire tous les matins et qui nous maintient concentrés et déterminés sur ce qu'il y a de plus important. Bon, en tant qu'entreprise, sur le plan mondial, nous travaillons avec des gens dans plus de 40 pays, à travers plus de 14 000 différents emplacements sur 5 continents. Et nous voyons les défis d'aujourd'hui et nous comprenons également les forces du changement sous-jacentes dans notre capacité collective d'atteindre des niveaux de qualité que nos populations méritent. Et tandis que je voyage, j'ai des conversations avec tant de leaders, des décideurs, ainsi que des fournisseurs, des patients, vraiment de partout de par le monde. Et c'est extraordinaire. Parfois, si je ne fais que
fermer mes yeux et je pense à un endroit dans le monde et je me transporte ailleurs et je vois que les défis sont presque identiques. Oui, le contexte local est important néanmoins, et il est important que tandis que nous abordons ces questions très importantes comme le changement climatique, des solutions doivent être personnalisées aux conditions locales et les besoins précis, les cultures précises d'un emplaçant. Mais on peut en apprendre tant et tant des uns des autres pour rendre plus rapides les échanges d'informations ainsi que pour faciliter les pratiques que l'on peut adopter. Je suis privilégiée de me retrouver parmi tant d'experts sur la question de l'action climatique. Je suis encore en mode apprentissage et je ne me comparerai jamais à plusieurs d'entre vous, mais je sais que pour la plupart d'entre nous, plus on en apprend, plus on est confiant et on sait qu'on est capable de contribuer euh, à ce défi extraordinaire. Il est formidable de voir des gens de par le monde et à travers le pays se rassembler avec une clarté de raison d'être, la détermination de faire une différence et cette volonté de travailler ensemble sur un sujet qui est vraiment plus gros que ce que nous serions en mesure de traiter seuls. Prochain cliché. Bon, la crise climatique, elle est réelle, elle est bien réelle. La santé de notre planète et les gens de par le monde est en jeu. Et regardez, la magnitude et l'impact de la crise sont tellement nombreux, mais pour bien des gens de par le monde, c'est devenu quelque chose de très personnel aussi. Pour ceux qui participent aujourd'hui et qui ont participé sur la ligne de front des crises, vraiment, on vous montre toute notre reconnaissance pour ce que vous avez fait au nom des gens. Et pour les gens qui travaillent au sein de ces communautés dont les vies ont vécu une incidence de tout ce qui s'est passé, on est vraiment désolé. Je me rappelle d'une conversation avec Susan Brown, qui était PDG lorsque je la visitais dans la région du Nord de Interior Health en Colombie-Britannique. Et je me souviens qu'elle disait rien ne l'avait préparé euh, pour le leadership et qui était nécessaire pour traiter de ces questions d'évacuation de régions éloignées, de s'assurer que le personnel puisse travailler en toute sécurité pour que les patients continuent à être bien desservis, se préparer pour le prochain incendie ou la prochaine inondation avant même que la crise précédente soit réglée. Elle fait un travail extraordinaire avec son équipe et sa communauté. C'est très inspirant de voir ce leadership. Mais quel défi pour elle et pour d'autres, bien entendu. Et on sait que de réagir et de répondre aux crises ne représente qu'une partie du défi. Comment préparer, comment prévenir, que pouvons-nous faire en tant qu'individus, la coalition de changement, que pouvons-nous faire pour apporter vraiment une différence? Ça semble être trop d'éléments et on se sent dépassé. Par ailleurs, de l'autre côté de l'équation, le secteur des soins de santé, nous tentons de résoudre des problèmes auxquels nous contribuons nous-mêmes. Nous sommes le cinquième émetteur de gaz à effet de serre le plus important sur le plan mondial. C'est un rappel de notre renouvellement de responsabilité de protéger, oui, la santé, mais aussi de reconnaître que nous contribuons à la crise et nous devons agir sur ce front également. Les hôpitaux et les installations hospitalières nécessitent beaucoup d'énergie, d'électricité pour l'éclairage, le chauffage, la ventilation, l'usage de l'eau, l'équipement médical et bien d'autres choses encore. Et beaucoup d'organisations dépendent des combustibles fossiles. Alors, il y a les déchets, les questions de chaîne d'approvisionnement logistique, tout ça qui contribue à l'émission carbone. La liste est très, très longue et franchement, ça fait peur. Alors, je vous propose d'aborder ce défi de deux perspectives différentes. Tout d'abord, on pense aux gens d'abord. Comment protéger la santé tandis que les effets des changements climatiques s'intensifient et que peuvent faire les systèmes de santé pour réduire leur empreinte carbone et devenir une partie de la solution. L'urgence est réelle et pour nos efforts coordonnés et collectifs et un défi que nous devons confronter ensemble avec l'innovation, l'action. Et voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, n'est-ce pas? Prochain cliché. Tandis que le but aujourd'hui est d'aller en profondeur sur la question de changement climatique, je voulais aussi prendre un pas de recul et nous assurer que nous comprenions également la crise climatique dans son contexte plus large de la qualité des soins de santé. Si on regarde les tendances et les enjeux qui façonnent l'avenir de la qualité, bon, j'y réfléchis et je me dis, bon, qualité de santé 5.0, quelle est la prochaine ère des défis auxquels nous devons faire face? Et rien n'est isolé ou cloisonné. Si on parle de climat, c'est évidemment imbriqué à ces autres défis qui ont une incidence sur la qualité et la sécurité dans le domaine de la santé et des services sociaux. Bon, crise mondiale de la main-d'œuvre. Il n'y a pas de qualité si la main-d'œuvre n'est pas compétente. La main-d'œuvre est associée
à la culture de sécurité. Si les gens ne peuvent pas se rendre au travail, si les services ne sont pas disponibles par rapport à certaines questions de crise climatique, et si les gens ne sont pas équipés avec les connaissances et les compétences nécessaires pour faire face aux nouveaux défis qui émergent, eh bien, cela contribue et rend les choses encore plus difficiles. Les inéquités en matière de santé, évidemment, ont un impact sur l'accès aux soins et les crises climatiques exacerbent ces disparités de façon vraiment très réelle et profonde. La crise climatique a une incidence sur tout le monde, mais pas de façon égalitaire. Donc, nous devons trouver des moyens pour faire le lien entre la crise climatique et ces autres dimensions de l'égalité. Les soins fragmentés, cela crée des préjudices quand tout est décloisonné. Il faut penser à toutes ces populations, toutes ces communautés, et non pas que des soins qui ont lieu dans des établissements ou des institutions pour vraiment progresser. Et puis, la question de préjudice évitable, bon, la pandémie nous le rappelle, la sécurité des patients doit être vraiment au centre de tout. Nous avons beaucoup de chance. Le plan d'action sur la sécurité des patients et l'ISQOL, International Hospital Foundation et d'autres encore sont en train de vraiment se concentrer sur l'importance de la question de la crise climatique comme faisant partie de tout ce qui est égalitaire et aussi de qualité. Regardons maintenant la question de changement climatique plus précisément. Comme plusieurs parmi vous, bon, ça fait quelque temps que ce sujet est sur notre radar et voir comment cette action climatique peut être traitée grâce avec les différents leviers que nous avons à notre disposition. Les normes sont des facilitateurs qui favorisent le changement parce que la langue est importante. Les gens dépensent du temps, d'énergie, de ressources pour répondre et respecter les normes, ce qui veut dire que les normes doivent être correctes. Et on le fait grâce à un processus de collaboration exhaustive et de mise à jour de preuves et de connaissances et d'expertise de bien et des entités, de bien des experts de par le monde. Alors, une des étapes préliminaires en termes de contexte, c'est de mettre à jour le libellé, le langage du côté des normes du gouvernement, tel que publié en 2022, qui établit des critères et des lignes directrices pour s'assurer que l'organisation met en œuvre des initiatives visant à réduire son empreinte environnementale et carbone et à tenir compte de la durabilité environnementale dans ses activités. Lorsque ceci a été annoncé en 2022, c'était qu'un début. Et nous savions que les clients étaient déjà évalués par rapport à ces critères. Bon, c'est une première étape, mais quelque chose qui fait déjà toute une différence. Et maintenant, il est temps d'y aller davantage en profondeur et d'inclure un libellé qui transcendra et mènera à d'autres normes également. Et pour organiser et réfléchir à toutes ces mesures que nous devons adopter et quelles sont ces mesures qui exerceront la plus grande influence à l'avenir, le prochain cliché nous montre également la déclaration sur l'action climatique. Alors, sur cette question, le Conseil HSO a approuvé une déclaration sur l'action climatique au mois d'août 2024 et nous avons partagé cela de façon publique en janvier de cette année. C'est quand même pas une mince affaire. Ma signature s'y trouve en tant que PDG et toute l'équipe est dédiée à insuffler vie à cette déclaration, du Conseil jusqu'à la ligne de front au sein de notre propre organisation. Tous ces gens qui travaillent à travers HSO et Agrément Canada. Nous avons adopté une approche semblable avec l'usage d'une déclaration à traiter aussi des questions autochtones et que ce soit vraiment très ouvert pour la protection. C'était une façon importante de nous tenir imputables, nous, mais aussi tous les jurés qui participent, pour articuler une voie que nous voulons suivre. On y retourne tout le temps. Comment ça se passe? Est-ce que nous sommes en mesure de respecter les engagements que nous avions pris? Où apprenons-nous? Quels sont les défis? Et cela nous aide à façonner la façon d'avancer. Cette déclaration est un engagement à l'action. Ce ne sont pas que des paroles vaines, ce ne sont pas que des mots qu'on peut prononcer, ce sont des mesures pratiques qu'en tant qu'organisation, nous pouvons adapter et adopter et pour contribuer
à cette question d'action climatique. On est en train d'enchasser le langage de la durabilité aux normes, critères pour des programmes d'évaluation pour s'assurer que l'action climatique devienne une fondation de comment les systèmes de santé fonctionnent. C'est nouveau et on y va en profondeur. Si on regarde tout, que ce soit nos pratiques sur la sécurité, la gestion des médicaments, au gouvernement, l'organisation en termes de comment ils s'organisent à l'avenir, on adopte des mesures pour traiter des questions qui sont possibles grâce aux différents leviers de changement que nous avons à notre disposition. Alors oui, il y a les normes, il y a le programme d'évaluation. Les programmes d'évaluation, nous contribuons au renforcement de la capacité grâce avec nos visiteurs et d'autres qui travaillent avec nous. Un autre élément qui, je trouve, va faire toute une différence à l'avenir, c'est l'engagement de se prononcer. Ça, c'est encore faire preuve de leadership sur l'action climatique, donc des gestes qui sont importants, et de travailler en partenariat avec beaucoup d'autres qui en font beaucoup et qui mènent dans le domaine de l'action climatique et les changements climatiques. Alors, regardons un peu la déclaration davantage dans le détail. Il y a 9 éléments clés associés à cette déclaration. Je veux mettre en exergue 4 de ces thèmes en particulier, qui sont là à titre d'exemple du type de travail qui va avoir lieu. Alors, l'élan est déjà en cours et vous voyez, on parle de mettre sur pied un comité consultatif composé de chefs de file de l'action climatique et de la santé planétaire. Il y en a qui sont parmi nous aujourd'hui. On parle d'élaborer et intégrer des exigences plus explicites dans les normes de base et futures de HSO. Alors oui, vraiment de façon explicite. On parle d'explorer des façons de reconnaître la performance organisationnelle exceptionnelle pour faire progresser la résilience climatique par la prestation de soins de santé. Donc, restez à l'écoute. Vous allez voir, c'est très enthousiasmant. Et on s'associe à des chercheurs en action climatique pour répondre à des propositions et qui comblent les lacunes persistantes en matière de recherche. Donc, on essaye d'avancer parce qu'à fur et à mesure que la recherche nous alimente, eh bien, cela est intégré dans nos programmes et nos normes. Donc, on veut une contribution du côté développement, mais aussi l'usage de nouvelles preuves. Voilà, c'est notre feuille de route pour l'action qui reflète notre engagement de travailler de façon collaborative dans les différents secteurs d'activité. Il y a déjà tellement de choses qui se font, beaucoup de gens qui travaillent sur le terrain, qui contribuent de façon vraiment très, très importante. Et nous sommes heureux et surtout fiers de nous joindre au travail que font les autres et de jouer notre rôle dans la contribution des changements plus importants à travers le Canada, mais de par le monde également. Nous avons besoin des uns des autres. Alors, avec tout cela, je suis ravie vraiment de vous présenter les membres de notre comité consultatif sur l'action climatique. Il s'agit d'un groupe de leaders exceptionnels, des experts en la matière qui vont guider notre travail pour ce qui est de cette question action climatique grâce à nos leviers de changement. Cette équipe vraiment expose une gamme de compétences et d'expertise dans le domaine des soins de santé et ils vont se tourner vers d'autres. Pas tout va se passer à l'intérieur de ce groupe unique, mais ils vont établir des liens avec d'autres pour qu'il y ait des occasions pour vous aussi d'être impliqués, de contribuer, d'avoir voix au chapitre également. Parce que d'écouter, d'apprendre et de vous mobiliser, cela fait partie du travail. Cela ne va pas être facile parce que la liste de ce que nous devrions faire et ce qu'il est possible de faire est beaucoup plus longue que ce que l'on peut faire rapidement. Donc, il va falloir se dépendre de ces groupes extraordinaires pour nous aider à établir des priorités et identifier ces éléments qui vont mener plus loin, qui auront la plus grande incidence. Alors, c'est une étape vraiment très, très importante. Et à titre personnel, j'aimerais vous remercier tous autant que vous êtes sur le plan individuel qui font partie du comité, aujourd'hui et ceux qui vont travailler avec eux. Et sur ce, nous avons également beaucoup de chance d'avoir le Dr. Miles Sargent,
il va co-présider cette équipe avec notre propre leader, Vishal Jain de HSO également. Il est médecin de famille et nous avons un groupe de leaders extraordinaires et qui prennent des mesures ensemble, qui ont vraiment beaucoup de répercussions. Et nous voulons travailler sur des systèmes de santé qui se concentrent vraiment sur les personnes, les individus. Vishal, la parole est à vous maintenant et on va continuer notre conversation sur les apprentissages. Merci, Leslie. Merci d'avoir établi le contexte et d'expliquer comment HSO et Agrément Canada vont contribuer. Il est vraiment très important pour nous de situer notre déclaration à l'intérieur d'un contexte plus large. L'action climatique et la crise et comment tout cela a un impact sur la santé et le bien-être sur le plan mondial. Le prochain conférencier, Dr. Miles Sargent. Je suis co-président, directeur donc de l'équité en santé de HSO. Alors, il est directeur exécutif Coalition canadienne pour des soins de santé verts, département de médecine féminine, et il traite d'autres personnes qui ont des accoutumance ainsi que de personnes âgées. Il le fait depuis plus de 25 ans. En 2023, il est devenu directeur général de la Coalition canadienne pour un système de santé écologique ouvert. Il est également cofondateur et co-directeur de Partnerships for Environmental Action by Communities within Healthcare Systems, PEACH, Health Ontario, autrement dit. Clinicien professeur à l'Université McMaster. Donc, clinicien adjoint. Je ne vais plus parler du Dr. Miles parce qu'il lui a passé les prochains 10 à 15 minutes avec nous pour nous parler de son engagement à ce travail, son approche et ce qu'il voit à l'horizon lorsqu'il est question d'action climatique. Sur ce, sans plus tarder, je vous cède la parole et merci beaucoup de vous joindre à notre webinaire d'aujourd'hui. Eh bien, merci de me recevoir, Vishal, et merci, Leslie, et merci à HSO. Merci de me demander de co-présider ce groupe extraordinaire. Aujourd'hui, je vais parler de changement climatique. Je vais parler de l'histoire un peu de la coalition. Je vais parler de mes propres motivations, comment j'en suis venu à arriver à ce point aujourd'hui. Et oui, comme ce cliché nous dit, la crise climatique est une crise sanitaire. Vraiment, il ne faut surtout pas croire le contraire. Alors, voici des images de désastres, de catastrophes qui ont eu lieu au Canada au fil des dernières années. Il y en a bien d'autres que nous aurions pu ajouter. Nous n'avons pas d'ouragan encore ici. Bon, il y a une tornade, on voit une inondation, on voit la chaleur, ça c'est quand même beaucoup. On voit beaucoup de feux, évidemment, d'incendies. Les changements climatiques et la santé sont imbriqués. Le système de santé génère des GES, on a une empreinte carbone incroyable et même tout cela a donc un impact sur notre santé. Alors, comment créer moins de gaz à effet de serre dans notre secteur d'activité et comment pourrions-nous mieux nous préparer pour ces changements climatiques en tant que cliniciens, mais aussi en tant que système de santé? J'adore cette diapo. C'est Dr. Jonathan Patz du Wisconsin qui a créé cette image. Bon, le réchauffement climatique au milieu et les incidents immédiats, les températures qui grimpent, les niveaux d'océan qui grimpent et les conditions climatiques extrêmes. J'ai ajouté un contexte canadien, mais ça correspond pour tous les pays, surtout le cercle du milieu. Le cercle extérieur est davantage un contexte canadien. Et comme nous l'apprenons au Canada, si on commence vers midi, pollution de l'air, il y a la pollution de l'air du brûlement des combustibles fossiles. Et au Canada, nous avons ces problèmes en termes de maladies pulmonaires, les feux de forêt qui produisent des petites particules qui vont donc dans les poumons des jeunes et des personnes de tous les âges. Finalement, c'est un gros problème. Ensuite, du côté jaune, ça, c'est les maladies qui proviennent d'autres vecteurs, les moustiques qui vont plus au nord que c'était le cas auparavant, le virus du ouest du Nil, de l'ouest, et puis maintenant la maladie de Lyme et le tic, donc qui se trouve pas mal partout dans les provinces du Canada, donc ce fameux tic qui cause la Lyme. Bon, j'ai pas beaucoup de temps. On va voir réfugiés, qui sont des réfugiés
qui existe dû à la crise environnementale, dont les gens sont donc poussés à chercher à fuir. Bon, le Canada aussi produit du CO2 et d'autres pays en pâtissent encore plus que nous. La santé mentale. Bon, je ne traite pas beaucoup de la question de la santé mentale durant mon discours, mais évidemment, il y a une angoisse créée par tout cela et une désolation, surtout auprès des jeunes qui pensent à leur avenir. Bon, je vais parler de la chaleur. La chaleur est la cause numéro un de décès, imaginez, au Canada. Quand on pense au désastre, n'est-ce pas, aux catastrophes planétaires, c'est surtout les personnes âgées, bon, qui ont d'autres comorbidités, mais qui sont en fait chez eux quand ils sont vraiment des insolations ou des crises de chaleur, si on veut. Crise de chaud. Prochain cliché. Voici Trevor Hancock. Lorsque j'étais à l'école de médecine dans les années 90, on parlait beaucoup des déterminants sociaux de la santé. Le concept que notre santé subit l'impact de notre revenu, notre niveau d'éducation. Et donc, le Dr. Hancock en parle ici. Voici une citation d'un de ses journaux. Alors, cela remonte à 1999. Et dans cet élément ici, cette citation, c'est qu'il parle des déterminants environnementaux de la santé. Ce n'était pas quelque chose dont on parlait tant à cette époque-là. Alors, il dit ceci en 1999, et c'est l'année suivante, en 2000, qu'il a cofondé avec Kent Waddington, the Canadian Coalition for Green Healthcare. Et je vous dirais que les changements climatiques créent des disparités pour la santé au sein des communautés, mais bon, les choses se sont empirées. Prochain cliché. Alors, regardez Hamilton. Pour ceux qui ne connaissent pas bien Hamilton, c'est un peu à mi-chemin entre Toronto et Niagara Falls. 1 heure des deux endroits. À une époque, il s'agissait d'une ville très industrielle. C'est plus tellement le cas aujourd'hui. Voici un dessin basé sur des données qui remontent à 2006 à 2010, grosso modo. Et on regarde les résultats de santé chez les personnes des différents endroits. Vous ne voulez pas vivre dans ces zones rouges. Ça s'appelle l'étude Code rouge. La région rouge, qui est adjacente au lac en bleu, est une région industrielle. Les taux de pauvreté sont plus élevés, les niveaux d'éducation sont plus bas. On regarde un cliché donc sur le cancer des poumons. Et on en a un autre qui démontre que les gens qui vivent dans les zones rouges décèdent 5 ans plus rapidement, plus tôt que ceux qui vivent dans les régions vertes. Prochain cliché. Alors là, on s'approche encore. Regardez. Bon, il semble avoir la palissade ici. Bon, le vent souffle de l'ouest. Donc, les régions de l'Est ont plus de problèmes. Vous voyez près des autoroutes en noir des cas où les jaunes, rouges et roses sont à l'est des autoroutes. Vous ne voulez pas vivre proche des autoroutes noires ni au centre-ville. Et puis l'autoroute, il y a encore des questions des combustibles fossiles. Alors, ajoutez cela des cliniques, abris. Je l'ai déjà mentionné, je travaille avec des gens sans abri ou des itinéraires et nous avons établi des abris un peu partout dans la ville et la plupart sont au cœur de cette région Code Rouge. Et ce qui m'a motivé, bon, je m'intéressais à cette population de patients et dans cette clinique abri où je travaillais, il faisait très, très chaud, vraiment exceptionnellement chaud. Il y avait tous ces changements vers la fin des années 2000 qui commençaient et l'air climatisé était brisé et je transpirais comme je ne voulais pas transpirer, surtout en tant que professionnel. Et les patients transpiraient. Quelle était la différence entre moi et les patients? C'est que moi, j'allais rentrer chez moi à la fin de la journée dans la zone verte, et les arbres, et l'air climatisé, etc. Eux, non. Cela n'a pas été reconnu comme étant un gros problème il y a 15 ans. On sait maintenant qu'il y a beaucoup de villes au Canada et qui établissent des règles comme quoi les propriétaires doivent s'assurer que leurs unités d'appartements soient maintenues à moins de 26 degrés. La nuit, on voit ça dans d'autres installations de soins de santé. On n'est pas prêt et bien organisé en vue de chaleur éventuelle. Prochain cliché. Alors, que faire à propos de ce problème?
Plusieurs parmi nous ont commencé un programme de plantation d'arbres à Hamilton et ça fait 12 ou quelques années plus tard. Il y en a eu 90 de ces projets sur le canal de Hamilton. Regardez, je vous montre ce cliché pour une raison. Alors, une journée chaude, j'échange mon stéthoscope pour une pelle. Enfin, pas tout à fait, mais l'idée est d'améliorer la santé humaine en plantant davantage d'arbres à l'intérieur de la ville. Et ça s'appelle des Tree Equity Plantings aujourd'hui. Bon, il y a la question d'atténuation le carbone. Les arbres aident à réduire les niveaux de CO2. L'herbe aussi aide à créer un genre d'effet éponge pour les inondations. Ça prend du temps pour planter des arbres. Hamilton General est vraiment dans la cible de cette région code rouge que je vous ai montrée. Alors, quel est le problème avec cette photo? Pourquoi y a-t-il tant d'arbres? Eh bien, comme vous pouvez voir suite à l'architecture, cette image, ce cliché date de 1910. C'est le Hamilton General en 1910. Les arbres sont partis, ne sont plus là en grande partie, et nous essayons de les replanter. Prochain cliché. Alors oui, j'ai le sentiment d'en avoir fait pas mal pour notre propre communauté à Hamilton. Il est important de planter ces arbres, mais je lis les nouvelles et je suis au courant du fait que pour chaque acre, nous plantons des arbres. S'il y a plus d'1 million d'acres qui brûlent en Amérique du Nord, on ne va pas avancer très vite. Donc, nous avons besoin d'une solution plus importante. Alors, que faire lorsqu'on a un gros problème? On appelle un ami. Prochain cliché. Alors, je me suis tournée vers Linda Veranda, qui est parmi nous aujourd'hui et qui est une de mes mentors. Et je lui ai posé la question, Linda Verango, comment est-ce que je peux avoir un impact encore plus important? Et elle s'est dit, regardons la durabilité du système de soins de santé. Elle fait ça depuis 25-30 ans et ensemble, avec plusieurs personnes, nous avons créé une vision d'une installation verte. On va commencer avec une vision, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on débute. Et on a passé des soins de santé, réduire les gaz à effet de serre, et aussi comment est-ce que les soins de santé peuvent s'adapter au changement climatique ou les enjeux associés au climat, tels que les incendies, les tiques et toute la douleur. Comment avoir des hôpitaux et des systèmes qui peuvent résister à tous ces défis. Donc, c'est tout un défi. On peut se tourner vers des amis ailleurs, dans d'autres pays. On peut regarder vers le sud pour voir la résilience. Ils sont bien plus en avance que nous. D'autres pays aussi ont mené des recherches, ont fait des écrits. Regardez du Lancet. Ça, c'est le système de santé en Angleterre. C'est tout le système combiné, ambulance, dentaire, primaire, tout cela mélangé ensemble. Eh bien, je suis restée ébahie il y a quelques années quand j'ai vu ça pour la première fois. J'étais surpris de voir qu'il y a tous ces éléments de la tarte. Eh bien, l'élément de transport vert n'était que de 10%. On parle de transport depuis des années. C'est très important. Chaque élément est important. Bâtir l'énergie à 8 heures, 12%, c'est pas énorme non plus. Alors, voilà ce qu'on peut apprendre de la littérature de nos amis dans d'autres pays, la chaîne d'approvisionnement. Ça, c'est un élément très important. Leslie en a parlé. Et les produits pharmaceutiques, la production, on parle de 22% de la tarte. Prochain cliché. Alors, on a pris en compte cette information, nos amis universitaires, et on a fait appel à l'expertise de Linda et d'autres de la coalition possédait. Il y avait une liste de vérification de l'hôpital vert avec un bulletin qui a commencé en 2014. On s'est tourné vers une centaine d'hôpitaux à travers le pays pour obtenir de l'information sur les GES. Ensuite, on a simplifié les choses ici. Ça semble relativement simple, n'est-ce pas? Regardez les éléments les plus importants qu'il est possible d'aborder dans vos installations. Des fruits mûrs, hein, un arbre avec des fruits mûrs. À la gauche, vous voyez une échelle financière. Les fruits oranges sont les gros. Regardez, pour un hôpital à 200 lits, il y a des fruits oranges qui peuvent faire économiser 100 000 tonnes de CO2 par année. Donc, comme moi, si vous voulez embarquer, encourager les systèmes hospitaliers d'aller chercher, cueillir ces fruits oranges, si vous regardez la ligne de 10 000 sur les chargeurs, la plupart des fruits sont en bas de 10 000. Gestionnaire d'énergie, à 2 heures, on a un salaire de 100 000. Le gestionnaire
fournir d'énergie va économiser cet argent en moins d'un an. Et voilà pourquoi les rendements et les investissements sur un an, c'est quand même très important. Alors là, on parle de choses qui sont tout à fait faisables du point de vue financier. Nous devons apprendre les uns des autres pour mener de front ces projets. Prochain cliché. Et finalement, encore une fois, la coalition, bien avant que j'y arrive, existe depuis 25 ans. On parle de résumé de certaines choses qui ont été faites, pas que les projets qui ont été menés à bien, mais aussi des partenariats très intéressants. Si vous regardez, je ne sais pas si vous voyez bien tout cela, mais grâce à toutes ces personnes qui ont passé avant moi à cette coalition, comme je l'ai dit, je m'intéresse aux populations vulnérables. Malheureusement, la planète au complet est vulnérable et nous sommes tous vulnérables maintenant pour ce qui est du changement climatique. Il y a beaucoup de travail qu'il nous faut faire. Nous devons travailler ensemble, nous devons travailler rapidement et je suis très enthousiasmée de voir que HSO et Agrément Canada fait partie de l'équipe. Vichal, je vous recède la parole. Merci, Miles. J'apprécie beaucoup cette présentation et cet appel à l'action. Je pense qu'à un moment donné, Miles, vous avez parlé du fait que votre discours n'aime pas avec le côté angoisse vis-à-vis les changements climatiques. Mais c'est correct parce que notre prochaine présentatrice, Linda Brangu, que j'ai le privilège de présenter, va parler justement de certains des aspects pratiques et des solutions démontrables, si on veut, entre guillemets, des priorités sur lesquelles nous pouvons nous concentrer pour apporter des changements. Alors, que pourrais-je dire à propos de Linda? Alors, elle travaille dans ce domaine depuis les années 1980. Elle encourage les organisations de santé à adopter une gérance environnementale exemplaire et elle a contribué à fonder et à diriger plusieurs organisations axées sur les pratiques éco-responsables. Elle a travaillé sur le National Cascades Initiative pour créer un système durable en crise. Elle détient une maîtrise en ingénierie environnementale. Linda, nous avons beaucoup de chance de vous avoir parmi nous. Vous êtes conseillère à notre comité consultatif sur l'action climatique. On a bien hâte d'entendre certains éléments que vous avez à partager, les preuves scientifiques, les expériences de tous ceux qui sont sur la ligne de front de cette crise climatique. Où devrions-nous prioriser nos actions sur le plan mondial et dans le domaine des soins de la santé plus précisément? Et quelles sont quelques stratégies praticables qui fonctionnent et pour lesquelles vous avez des preuves de leur fonctionnement? Linda, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Vishal. Merci encore à HSO d'avoir entrepris cette initiative extraordinaire. Alors, mon rôle est de vous donner un cours blitz en 15 minutes avec une certaine perspective, celui du changement climatique. Alors, accrochons-nous. Alors, on a vu cette question de résilience au climat, faible émission de carbone, des systèmes de santé durables. D'où nous vient ce concept ou cette phrase? Son origine est arrivée au COP26, quand la COP a présenté des engagements de programmes vis-à-vis de la santé. Ce que nous avons vu au fil des 4 dernières années, c'est quantité de pays ont embarqué et ont dit qu'ils vont soutenir ces systèmes résilients et aller de l'avant. Il y en a 93 pays et zones qui ont pris ces engagements formels. Et le gouvernement du Canada figure parmi ces pays. Si vous n'êtes pas sûr que votre pays s'y trouve, allez sur le site Web en annexe et vous allez voir si votre pays y figure. Prochain cliché. Alors, l'Organisation mondiale de la santé a joué un rôle très important pour ce qui est de nous orienter. Que nous est-il possible de faire pour améliorer notre résilience dans nos soins de santé et dans nos installations? Ces graphiques racontent une histoire, à savoir comment il est possible de nous assurer de couvrir toutes les bases lorsqu'il est question d'incorporer la résilience au climat, par exemple. Alors, la roue de gauche, si vous voulez, nous parle de 10 assises en faveur de la résilience au sein du système de santé. Je ne passerai pas à travers chacun de ces blocs ou de ces assises, mais les aspects les plus importants sont la question de leadership, la main-d'œuvre dans le domaine des soins de santé, vous assurer de comprendre quels sont les risques et quelles sont vos vulnérabilités et d'en arriver à des adaptations à cela.
Donc, j'essaie de voir des you technologies formidables qui vont vous aider à suivre certaines de ces initiatives, un financement approprié et les intégrer dans la prestation des soins de santé. Du côté droit, la roue nous dit de nous concentrer sur le côté installation des soins de santé. Donc, on parle de la main-d'œuvre, l'énergie qui y est dédiée, l'infrastructure, technologie, procédures. Et nous voulons être en mesure de nous concentrer sur les déchets, l'eau et tous ces éléments qui découlent de ces installations de soins de santé. Donc, l'OMS nous oriente vraiment, heureusement. Prochain cliché. Alors, parlons de cette résilience au changement climatique. Comment se préparer aux catastrophes? Voici un autre cliché très intéressant qui rassemble toutes ces informations importantes qu'il nous faut considérer lorsqu'on parle de changement climatique et des risques sensibles à la santé. Il y a trois composantes lorsqu'on parle de ces risques à la santé. Il y a la question des facteurs de vulnérabilité. Quel est votre statut socio-économique, la démographie, etc., ce genre d'éléments? Quels sont les dangers associés au climat, la chaleur extrême, les niveaux de la mer qui grimpent, la pollution de l'air. Donc, tout cela ensemble peut déterminer quels sont les risques de la santé. Et sur la barre du bas, les résultats de la santé nous démontrent des impacts différents. Et Mars est passé à travers dans le tableau qu'il nous a présenté. Mais j'aimerais aussi mentionner que deux de ceux-là, bon, le système respiratoire et le système cardiaque sont affectés. CIHI, le Canadian Institute for Health Information, nous dit que pour les 5 raisons principales associées aux hospitalisations, 4 sont donc des questions respiratoires et cardiaques. Donc, il nous faut nous préparer à nous attendre à davantage de patients qui rentrent dans les systèmes de santé avec ces enjeux très importants. Si nous avions davantage de gens qui rentraient dans le système, eh bien, cela aura un impact sur les installations et les systèmes de soins de santé de façon générale, y compris les soins primaires. Donc, cela devient une question communautaire également. Alors, on voit que ces risques sensibles au climat jouent un rôle très important dans tout ce concept. Si on se penche sur à quoi ressemblent ces risques de santé associés au climat, Miles l'a très bien expliqué aussi, l'enjeu principal que nous devons tous comprendre, c'est l'augmentation des températures mondiales. Ce diagramme ici nous montre les changements de température depuis 1951 aux années 80, le bleu foncé, et ce à quoi ressemblent les températures aujourd'hui. On voit des endroits où la température a augmenté de 6 degrés par rapport à il y a une décennie. C'est assez effrayant et ça se passe très, très rapidement. Et aussi qu'au fil des 2 dernières années ont été les plus chaudes de tous les temps. Et nous savons que maintenant, nous sommes au-dessus du 1,5 degré et plusieurs pays s'étaient engagés à la conférence de Paris de ne pas dépasser le 1,5. Donc, il va y avoir des changements très importants que nous allons tous vivre. Autre désastre de plus en plus fréquent, c'est les inondations. 1 sur 12 hôpitaux de par le monde va se trouver à niveau risque élevé causé par une inondation et sera probablement fermé. Donc, augmentation des inondations dans les hôpitaux. C'est si vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de pluie ou sur les côtes, eh bien, il faut se préoccuper de cette réalité également. Alors, quels sont quelques-uns des principaux impacts liés au climat? Voilà, que ce soit dans nos systèmes de soins de santé ou ailleurs. Donc, beaucoup des éléments sur la liste viennent des différents sondages. On pose la question, Jean, qu'avez-vous vécu en termes d'impact lié au climat dans vos installations respectives? Dommages aux infrastructures, c'est celui dont on parle le plus souvent. Les gens n'ont plus accès à l'eau potable pour des questions d'inondation et des questions d'interruption de la chaîne d'approvisionnement, que ce soit du côté médical, produit ou même non médical, augmentation des hospitalisations et répercussions sur la main-d'œuvre du secteur de la santé, des retards dans la prestation des soins de santé, beaucoup d'interruptions de transport
des évacuations de patients et je n'ai pas tout nommé. Cette liste est effectivement très, très longue, mais ce n'est que pour vous donner une petite idée déjà de ce qui s'y trouve. Quelles sont les actions possibles et qu'est-ce qu'on voit déjà? C'est une question d'infrastructure et que vous savez, que vous avez, parce que vous avez mené votre analyse, vous devez donc gérer la maintenance différée. Un orage, une tempête peut vous arracher le toit très rapidement. Examinez les sources d'énergie locales à faible émission de carbone. C'est une autre chose que font bien des hôpitaux. Stocker de l'eau potable sur les lieux, se concentrer sur le local et tout ce qui est les produits réutilisables quand c'est possible. Parce que lorsqu'il y aura des problèmes d'approvisionnement, ce sera trop tard. Lorsqu'on parle de chaîne d'approvisionnement, on ne parle pas nécessairement d'un désastre qui nous touche nous, mais ça peut être de l'autre côté de la planète où se fabrique ce produit en question. Ce sont des éléments qu'il nous faut considérer. Il faut former les travailleurs de la santé aux procédures d'urgence, préparer en vue de plans d'urgence dans une optique climatique, préparer les itinéraires de transport alternatifs. Ce sont, encore une fois, nombreux exemples. Une chose que je vous ai mentionné, c'est qu'il est important de travailler au sein de vos communautés et les parties prenantes de vos communautés pour justement établir des actions climatiques. Alors, des étapes prioritaires, nous aimerions nous assurer que les gens considèrent sincèrement ces éléments. Nous devons comprendre les risques liés au climat pour votre région, entreprendre des évaluations de vulnérabilité et ensuite élaborer ce à quoi ressembleraient vos plans d'adaptation. Entreprendre la planification de scénarios pour tester et mettre à jour également les plans. À quoi tout cela ressemblerait concrètement. Le prochain cliché, bon, je vais sauter plusieurs clichés. Bon, alors concentrons-nous maintenant sur les gaz à effet de serre, les GES, et qui sont générés dans un établissement de santé. D'où viennent ces émissions? Eh bien, justement, avec le prochain cliché, les gaz à effet de serre qui émanent des installations de soins de santé peuvent être directs, c'est-à-dire que l'installation les génère carrément, ou par la chaîne d'approvisionnement, comme Miles en a fait mention. Alors, passons au prochain cliché. Et nous pouvons voir que différentes organisations sont en train de glaner ces informations de façon différente, mais on dit toujours qu'il y a beaucoup du côté des installations des soins de santé, ensuite les compagnies pharmaceutiques, mais d'autres enjeux liés à la chaîne d'approvisionnement. Prochain cliché. Alors, pour le Canada, à quoi cela ressemble-t-il? Alors, il y a une analyse qui a été menée par Dunsky et ils ont identifié pour nous d'où proviennent les émissions. Les émissions directes, on parle de 27 plus ou moins. On prend le gaz naturel, le mazout, les gaz médicaux, les véhicules dont nous nous servons. L'autre partie, à part l'électricité, qu'on nomme comme étant indirecte parce qu'on n'a pas de contrôle là-dessus, on va dire, c'est que on parle de gaz à effet de serre qui viennent de la chaîne d'approvisionnement, des communautés, des aliments, des déchets, des médicaments et des soins. Prochain cliché, ils ont également identifié pour nous à quoi cela peut ressembler. Comment on peut suivre des étapes pour éliminer ou en tout cas réduire ces émissions. Les éclairages DEL, récupération de la chaleur, changement, on s'écarte des combustibles fossiles, gaz médicaux, ambulances et véhicules. On peut se pencher sur ces questions aussi. Autre chose, c'est que de continuer comme d'habitude va coûter plus cher. 38 de plus si on ne décide pas de passer à des changements tout de coup. Autre aspect, la chaîne d'approvisionnement. Au NHS en Angleterre, le National Health System, lorsque eux se concentrent sur la chaîne d'approvisionnement, ils se concentrent sur les produits médicaux, mais aussi non médicaux.
Ce sont les deux barres du côté droit. Alors, voilà comment ils vont en arriver à la carboneutralité d'ici 2040. Ils ont toutes sortes d'images où on voit la réduction et c'est très concret. Donc, on peut en apprendre beaucoup. Donc, sources d'énergie durable à faible émission de carbone, ça, c'est certainement quelque chose qui devrait nous intéresser. Éliminer l'utilisation de desflurane et du protoxyde d'azote centralisé, le passage à des inhalateurs à faible teneur en carbone, si possible, efficacité énergétique, conservation et récupération de chaleur, transport, et suivre, fixer des objectifs, générer des rapports aussi. Du côté indirect, on parle de santé préventive, donc de s'assurer que les gens n'entrent même pas dans le système, éviter qu'ils entrent là avec la prévention, soins à faible émission de carbone, chaîne d'approvisionnement durable à faible émission de carbone, on travaille là-dessus, prescription ou ordonnance durable, les aliments basés sur les plantes, éducation et déplacer les investissements vers les combustibles fossiles. Alors, voilà certaines des mesures qu'il nous est possible de suivre. Bon, je vais sauter ce prochain cliché ainsi que le prochain pour en arriver à cette question. Si vous vous demandez si réduire les émissions de GES dans le système de santé aura un impact sur la santé de la population, la réponse est non. Parce que Lancet nous a dit et qu'ils ont mené cette analyse où on voit que l'index du développement humain, tel que montré avec les différentes couleurs de points, les émissions de soins de santé par personne est montré en bas. Et ce que l'on voit, c'est que ces personnes qui se trouvent dans les pays très développés émettent beaucoup plus de GES par personne, par habitant, que ce qui est nécessaire. Parce que beaucoup des personnes qui sont plus proches d'un certain niveau, eh bien, offrent des bons soins de santé parce que l'espérance de vie est déjà plus élevée. Donc, c'est une façon de mesurer les choses. Alors, je pense que c'est tout pour le cours Blitz 101, comme on dit là. Merci beaucoup. Beaucoup de ressources du côté canadien et je vous recède la parole, Richard. Merci, Linda. J'ai beaucoup apprécié ce cours éclair dans ce domaine. Et votre présentation ainsi que celle de Miles ont parlé de la complexité impliquée dans tout ce travail, mais aussi les solutions qui sont tout à fait possibles pour contribuer à où nous voulons en arriver. Bon, on a reçu vraiment beaucoup, beaucoup de questions très intéressantes. Et j'aimerais qu'on y dédie davantage de temps, comme ça va être le cas avec d'autres webinaires, ça c'est sûr. Mais quelque chose qui est vraiment fascinant, et j'espère que vous allez être en mesure de répondre au moins en partie à ces préoccupations. Il y a quelqu'un qui demande, bon, ils entendent évidemment la complexité des enjeux, vous l'avez très, très clairement exposé. Vous avez parlé aussi, Linda, du point de vue des systèmes, comment les systèmes peuvent contribuer à la crise climatique, etc., ou à mettre fin à la crise climatique, mais sur une base individuelle. Lorsque les gens quittent ce webinaire ici, concrètement, quelles mesures peuvent ces personnes faire concrètement? Donc, sur le plan individuel, qu'est-il possible de faire quand on travaille dans le secteur des soins de la santé? Et puis, Leslie, vous aussi, vous êtes sur un parcours d'apprentissage et vous avez appris toutes sortes de choses sur le processus, etc. Alors, vous aurez probablement quelques paroles à partager. Alors, voilà, Linda d'abord. Sur le plan individuel, que nous est-il possible de faire sur un plan pratique quand on quittera ce webinaire? Si vous travaillez dans une installation de soins de santé, eh bien, je vous proposerai d'aller voir votre équipe verte, votre équipe durabilité, parce que les pensées, les idées que vous pouvez générer ou partager avec eux de votre domaine d'expertise sont très, très importants pour qu'ils puissent aller de l'avant. Et il y a beaucoup de gens sur cet appel aussi qui travaillent sur la qualité, la sécurité et les QBI Projects pour identifier des opportunités, nouveaux processus, nouveaux systèmes que vous mettez en place qui émettent moins de GES, peu importe quel domaine dans lequel vous travaillez. Voilà. Ah oui, ça c'est bon, c'est du concret. Miles, votre point de vue à vous?
Je travaille dans un hôpital à l'intérieur du système Hamilton Health Sciences et avant la COVID, nous avons mis sur notre équipe verte à l'hôpital où je suis, un hôpital de 220 lits. Ça fait bien longtemps que j'y travaille, donc je connais beaucoup de gens. Et à un moment donné, j'ai posé la question, qui s'intéresserait à tout ça? Nous avons commencé avec la question de planter des arbres et on a demandé qui était intéressé. On a parlé de tout ce qui nous était possible de faire. Alors ça, c'est une équipe verte vraiment de base et c'est très important. Comme Linda l'a dit, s'il y en a une équipe verte, joignez-vous à cette équipe verte et voyez quelles sont les compétences ou ce que vous pouvez contribuer. Sinon, trouvez des gens au sein de votre installation pour en partir une équipe verte. Et ensuite, une équipe verte d'amont aval. Voilà, créez votre propre équipe verte. Et là, il y a des changements concrets qui peuvent exister. Pour quiconque qui fait partie de l'appel et qui fait partie de l'équipe verte de HSO, attendez-vous à recevoir des courriels basés sur ce que tout le monde a dit, y compris ce que Miles a recommandé. Leslie, vous avez dit au départ que vous étiez vous-même sur votre propre voie d'apprentissage. C'est certainement quelque chose de très inspirant d'entendre dire de la part de nos leaders. Mais avez-vous des réflexions à partager sur votre voie d'apprentissage? Merci beaucoup. Merci à Linda et à Miles pour vos présentations formidables, franchement. Alors, d'où je suis aujourd'hui et quand je réfléchis, avant d'avoir été PDG dans un hôpital, il nous faut trouver des moyens de ventiler les choses en ce qui est possible à l'intérieur de notre sphère d'influence tout en étant ambitieux. On dirait que c'est une contradiction, mais je pense c'est là que j'essaie de faire un tri et c'est là que j'espère, et j'ai bien hâte d'entendre les conseils du comité consultatif. Comment nous concentrer sur les choix que nous pouvons faire grâce aux leviers de changement que nous avons à notre disposition qui peuvent mener à une différence pratique et importante sans non plus donner le sentiment de dépassement aux gens. C'est pas évident, surtout lorsqu'on parle de normes et d'agréments. Les gens sont déjà dépassés par tout ce que l'on demande de faire. Et sur une base individuelle, tout est important. Et pourtant, nous avons cette responsabilité de passer au travers et de faire passer les choses de façon claire, pratique et basée sur les preuves. Alors, j'ai bien hâte de voir comment on peut passer à travers tous les éléments. Une autre partie d'apprentissage, c'est de découvrir qu'il y a bien des gens, bien des joueurs qui tentent de faire leur propre chose. Et Miles, c'est la partie de la base, qu'il faut impliquer les gens à la base. Oui, c'est très important. Eh bien, j'espère que dans une certaine mesure, il nous sera possible de contribuer à l'apprentissage accéléré pour qu'on n'ait pas besoin de réinventer la roue et qu'il puisse y avoir des efforts concertés à travers de tout le Canada qui peuvent être transcendantes. Voilà pourquoi nous faisons avancer les partenariats que nous avons établis. Ça peut être une façon canadienne de faire les choses. Quelqu'un dans le chat a dit, avons-nous des normes canadiennes? Eh bien, nous sommes en train de passer au travers en ce moment. Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui n'existe pas? Où sont les écarts? Comment intégrer tout cela dans nos normes et voir où il est possible de collaborer pour en arriver à faire une différence ensemble. Alors, je dirais, continuez à apprendre vous-même sur une base individuelle pour apprendre et filtrer une partie de toutes ces informations. Et tandis que l'on travaille ensemble, on peut se fier les uns sur les autres pour le travail formidable qui se fait autour de nous également et nous concentrer sur l'idée d'en faire le plus possible, d'avoir un impact vraiment important pour le Canada et les Canadiens. Merci beaucoup, Leslie. Bon, et tandis qu'on arrive à la conclusion, j'aimerais remercier Miles et Linda également.
Merci d'avoir animé le webinaire d'aujourd'hui et de remplir les vides, remplir les trous, de nous en dire plus sur la crise et d'expliquer comment les différents secteurs et comment il est possible de contribuer. Je pense que chez HSO et Agrément Canada, nous sommes heureux de savoir que nous faisons partie d'un périple de l'apprentissage et la déclaration et tout ce qui se trouve à l'intérieur de la déclaration articule bien comment nous allons nous tenir imputables et nous voulons contribuer et tirer parti des leviers de changement pour traiter de cette question de changement climatique. Je vous encourage tous à prendre quelques instants. Regardez la déclaration qui est dans la partie à propos de nous sur notre site Web parce que c'est comme la sécurité culturelle, c'est très important, c'est ce qui nous définit chez HSO. Alors, penchez-vous là-dessus et dans quelques instants, vous allez voir un petit sondage qui va apparaître, une espèce de pop-up. On va continuer à tenir des webinaires sur la question de l'action climatique. C'est notre intention. Si vous avez quelques instants, complétez l'évaluation qui va s'afficher. Encore une fois, Miles, Linda, Leslie, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui et nous avons bien hâte de continuer sur ce voyage, ce parcours. Merci à tous et à toutes. Merci à vous. Bonne journée.